Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre nouveau podcast pour échanger sur les nouvelles tendances et meilleures pratiques en matière de marketing digital. Qu'il s'agisse d'acquisition, de fidélisation, d'expérience, de brand content, nous recevons les meilleurs experts pour approfondir nos connaissances et enrichir nos compétences. C'est parti pour Décode Marketing. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel échange avec Alban Renard, que vous connaissez bien et qui pilote les sujets d'innovation au sein de l'agence Cybercité. Et aujourd'hui avec un sujet qui le touche particulièrement puisque nous allons traiter de la question de l'innovation en interne, comment la stimuler et comment la mettre au service de ses clients. Bonjour Alban. Bonjour Richard, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'innovation est devenue un moteur essentiel pour toutes les entreprises qui souhaitent rester compétitives et pertinentes sur leur marché, sachant que ces innovations, elles se développent à une vitesse stratosphérique. Ça va extrêmement vite et il est extrêmement complexe d'appréhender justement cette vitesse de déploiement. Comment justement, chez Cybercité, vous réussissez à vous développer et à structurer vos équipes en interne pour favoriser les sujets d'innovation? Bah oui, c'est pas facile l'innovation, puis ça fait peur, c'est un sujet qui a tendance à crisper les gens en entreprise parce que ils ont toujours l'impression qu'on leur demande d'être des inventeurs et de faire quelque chose, des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, et du coup ça peut être vite sclérosant. Du coup, nous on a tendance à parler de culture de l'innovation et de finalement plus l'intégrer au quotidien et la nommer peut-être plus créativité qu'innovation. Puisque c'est plus la logique d'être curieux et de se poser des questions sur des nouvelles méthodes de travail. Donc nous, on a fait le choix finalement de dissocier le management pur de l'expertise pour essayer d'enlever déjà cette espèce de pression managériale qu'on peut avoir dans l'entreprise. On a toujours, tous autant qu'on est, la peur d'être jugé par ses pairs, le peur d'être jugé par son responsable, son N+1. Même dans toute organisation, en fait, à partir du moment où quelqu'un est nommé à la tête d'un groupe ou d'une équipe ou d'un service ou d'un pôle, ou quel que soit le terme qu'on emploie, il devient, entre guillemets, pas intouchable, mais en tout cas, on a de moins en moins envie qu'il voit ce qu'on fait par crainte d'être jugé. C'est des process humains. Donc nous, on a finalement essayé de mettre en place un management très humain et très tourné vers les besoins des individus. Donc ça, c'est vraiment du côté managérial, voilà, les besoins du quotidien et puis les ressources humaines et tous les sujets qui s'y rapprochent. Et de dissocier ça, pas totalement, mais en tout cas en grande partie, de la montée en compétences et de l'expertise, où on va fonctionner plus avec des head-off par expertise qui vont pas forcément avoir ce poids hiérarchique, mais qui vont influer finalement sur le développement des compétences et la progression individuelle de chacun dans sa prise en compte des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques du secteur, donc de tout ce qu'on peut appeler à tort ou à raison l'innovation. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est pas simplement la dimension prise en main de l'innovation, mais tu as donné un terme qui est créativité au sujet de l'innovation. Est-ce que ça veut dire que l'innovation n'est pas juste technologique, mais elle embrasse justement d'autres dimensions, d'autres disciplines? De toute façon, à l'origine de toute innovation, il y a une idée, et l'idée, c'est un synonyme de la créativité. Donc à partir de là, on peut considérer que ça sera compliqué de faire de l'innovation si on n'a pas un minimum de curiosité sur ce qui se fait par ailleurs. Et on peut considérer que toute innovation est basée sur un socle d'apprentissage, d'autres innovations, d'autres créations. Et parfois, c'est juste faire un tout petit pas de côté sur quelque chose qui existe déjà pour l'appliquer sur un autre secteur ou une autre pratique. Voilà, enfin, l'IA, finalement, c'est un petit peu ça, hein, c'est des outils qui ont servi à faire plein de choses par le passé, à comprendre des fonctionnements qui derrière sont appliqués à des secteurs d'activité, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la finance, et à chaque fois, c'est de l'innovation appliquée.
Et quelque part, il faut savoir ne pas être trop humble par rapport à ça, même si l'humilité, c'est quelque chose de très bien, mais parfois, il faut juste savoir être satisfait et content de ce qu'on a produit parce que tout simplement, ça a eu un résultat positif. Et la créativité et l'innovation, parfois, c'est juste ça, c'est juste très bien faire son travail. Et y aller, hein. Et je reprendrai, hein, une formule de Reid Hoffman, qui est justement souvent de lancer son produit avant même qu'il il soit parfait, parce que s'il était parfait, justement, ça veut dire que ce serait trop tard. Ça aussi, c'est une façon d'appréhender l'innovation, pour pas trop peaufiner et être très tôt sur le marché. Ben oui, mais parfois c'est d'une tristesse crasse hein, de se dire qu'on va même pas aller oser essayer quelque chose parce que on a peur que ça soit pas parfait, alors que en échange de cette perfection inatteignable, on va finalement produire quelque chose de médiocre ou de basique qu'on sait inadapté, mais qui est ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on sait faire à coup sûr? Est-ce qu'on sait produire? Donc finalement, nous, si on l'applique à nos métiers, parfois on entend des consultants dans le SEO ou dans le SIA qui vont nous dire, bah, moi j'ai juste fait ça, j'ai juste appliqué ma stratégie et ça a juste apporté des super résultats. Bah oui, mais quelque part, tout ça, c'est issu de tout un ensemble de compétences acquises, une très bonne application, et l'erreur aurait été de faire des choses sur une méthode standard et basique qui ne serait pas adaptée à tel site ou à tel client ou à telle stratégie. Donc, il y a vraiment une logique de compréhension des besoins et des cibles et objectifs qu'on cherche à atteindre et de mise en application, soit de méthodes qu'on connaît, soit de méthodes qu'on va aller chercher ailleurs. Alors la créativité, c'est un sujet complexe, surtout dans les entreprises où souvent il y a une discipline dominante. Des fois, on a des boîtes qui sont très technologiques, d'autres qui vont être plus marketing, d'autres très financières. Comment on réussit justement à faire, à rendre créatif un petit peu toutes les équipes d'une entreprise, que ça soit donc les techs, mais aussi les financiers? Bah, on a tendance à penser que ce qui rassemble les équipes, c'est le but commun finalement. Nous, si je prends l'exemple de ce qu'on peut faire chez Cybercité, donc en agence conseil, en agence marketing, web marketing, finalement, ce qui va faire la différence, c'est dans quelle mesure on atteint les objectifs de nos clients. Donc, ça veut dire que on doit tous faire nôtre leurs objectifs individuels, hein, qui peuvent être très différents d'une société à une autre. Et quelque part, ça va être le baromètre de la réussite. Et pour cela, effectivement, on peut apporter de la créativité, que ça vienne des équipes opérationnelles, que ça vienne des équipes de sales qui vont également apporter des idées, tout simplement du cross-sell entre d'autres expertises, donc rassembler finalement les différentes expertises, des métiers comme la direction de projet qui viennent au centre et qui viennent animer finalement les différentes équipes, mais ça peut aller jusqu'à la comptabilité analytique pour déterminer le coût des réunions par rapport au temps de production qu'on met en place pour essayer de réajuster notre mode de fonctionnement. Donc en fait, tout va être drivé par le résultat. Et le résultat, c'est la satisfaction du client et la valeur ajoutée en termes de business qu'on va lui générer. Donc finalement, tout le monde met la main à la pâte dans un but commun. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir de la symbiose entre les équipes. C'est facile à stimuler au quotidien parce qu'on rentre rapidement dans nos habitudes. Je vais pas dire, voilà, chacun vit un petit peu son cycle de vie quotidien à la vitesse qu'il souhaite. Mais comment on réussit à rendre innovant ou à pousser ces équipes à aller chercher l'innovation en permanence? Alors non, c'est clairement pas facile. C'est quelque chose de très difficile parce que même si dans les, dans les intentions, tout le monde a toujours la volonté sur le papier, quand on est dans le quotidien, dans le jus du métro boulot dodo, c'est plus difficile de se mettre un petit coup de pied aux fesses et d'essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, de prendre un peu des risques. Donc, c'est vrai que ça impose une certaine discipline. Nous, on essaye de traduire ça autour des valeurs de la boîte.
Donc, bah, notamment la logique de transparence, hein, la bonne communication entre les équipes, le fait de se dire les choses, le fait d'être capable de se faire du feedback les uns les autres sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, pour tirer le meilleur de ce qui a fonctionné, et puis pour essayer de faire en sorte que quand on ne gagne pas, on apprenne, et qu'on ne se contente pas juste de perdre. Donc voilà, ces questionnements-là, c'est du quotidien. Et après, le pendant de ça, c'est la capacité qu'on va avoir à laisser aux équipes la liberté de faire ça, la liberté d'échouer, hein, quelque part, de prendre des risques, et en face de ça, de mettre un aspect responsabilité, puisque chacun doit être à sa place, tout en sachant sortir de sa place. Donc c'est pour ça que nous, on a tendance à dire, encore une fois, c'est le service client qui compte avant tout, c'est sa satisfaction et la valeur ajoutée qu'on lui apporte, parce que finalement, ça va pousser des gens à sortir de leur rôle quand il le faut, euh, pour prendre leurs responsabilités et faire en sorte que une demande ou un besoin ne tombe pas à l'eau sans qu'il ait été traité, quoi. C'est facile de partager cette culture de l'innovation avec ses clients. Pas toujours, parce que tout le monde n'est pas réceptif à ça. Il y a des clients qui ont compris et qui ont eu, je vais pas dire l'intelligence, mais en tout cas le- la vision du fait que on est là dans un but commun et qui est leur réussite. Et en fait, leur réussite va toujours être bénéfique pour nous, comme elle va être bénéfique pour eux. Et la difficulté pour une agence, c'est plus là, une logique de priorisation. C'est toujours le client qui a l'impression de ne pas être priorisé par rapport à d'autres clients parce que il aurait moins payé ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important de systématiquement avoir comme KPI la satisfaction et la valeur ajoutée, et non pas le temps homme vendu ou les logiques de productivité de manière totalement isolée. On les oublie pas non plus parce qu'il faut bien manger, mais à un moment donné, c'est pas ce qui fait la priorité. Donc du coup, il y a des clients qui vont comprendre, qui vont s'embarquer avec nous sur une logique de partenariat plus que de prestation, et qui vont comprendre qu'on va grandir ensemble, qui vont avoir leur part de travail à faire, qui vont avoir des données à fournir, qui vont avoir du temps à passer, qui vont avoir des interactions à avoir avec nous, qui vont nous animer, que nous, on va animer, qui vont nous challenger, que nous, on va challenger. Et ça fait une grosse différence majeure par rapport aux clients qui attendent tout simplement de la délivrabilité, de la performance pure, sans avoir finalement à mettre la main à la pâte. Et sur ces aspects-là, dans le marketing d'aujourd'hui et de demain, ça va être de moins en moins possible. En fait, on va de plus en plus se tourner vers des solutions qui sont pas totalement in-house, mais qui sont in-house plus agence experte, agence conseil, de manière à avoir un maximum de résultats. Mais du coup, comment vous réussissez à ajuster, entre guillemets, vous, votre capacité à innover et celle de vos clients qui peuvent, ben, par moment, avoir une culture, tu parlais tout à l'heure d'imperfection, de risque, oui, justement, l'imperfection ou le risque n'a pas du tout, n'est pas admis dans la même dimension que ce que vous faites. Comment vous réussissez à vous ajuster à cette rythmique? Bah, ça passe par beaucoup de discussions, en fait, beaucoup de brainstorm interne, beaucoup d'échanges. C'est pour ça que le mode managérial qu'on a mis en place, il a un bon potentiel pour être performant, puisqu'on va avoir d'un côté des équipes managériales qui vont se focaliser sur la délivrabilité, sur les indispensables. À partir du moment où une prestation de service intellectuel est vendue, bah, il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect des conditions contractuelles, des temps de prestation, des dates de début, dates de fin de contrat, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être suivies. Et tout simplement le fait d'avoir les livrables qui sortent, la logique un peu quantitative. Mais par contre, il y a la logique qualitative qui doit rapidement rentrer en ligne de compte et qui doit permettre de lever les alertes le plus tôt possible pour faire en sorte que derrière, il y ait des échanges avec les head of par expertise ou les consultants seniors qui travaillent systématiquement en binôme avec les plus juniors pour avoir un maximum de transmission. Parce qu'au final, quand je parle d'interaction et de communication en interne, il y a aussi cette logique de transmission de compétences. On a besoin d'avoir des équipes qui soient plus matures plus vite, là où un consultant, avant, il mettait peut-être 5 ou 10 ans à être réellement tout-terrain et senior. Aujourd'hui, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, on arrive à avoir des gens qui sont capables d'interagir avec n'importe quel client sur n'importe quel techno, parce que la transmission est plus forte, parce que le travail de groupe, le travail d'équipe est plus généralisé. Donc, c'est vraiment une logique de transmission de compétences accélérée,
pour bénéficier des réussites et des échecs des autres. Alors l'intelligence artificielle est bien entendu un sujet clé en matière d'innovation. Il y a un effet booster. Comment ça se traduit au quotidien pour vous? Alors nous, on a fait le choix d'intégrer donc de pas forcément faire d'offre IA, mais de plutôt intégrer l'IA à toutes les étapes de nos process, du sales jusqu'à la recommandation pour les années suivantes, tout simplement pour booster à la fois la créativité et parfois également la productivité. Les deux sujets peuvent être conjoints ou disjoints, hein. Il y a des cas où finalement on va pas utiliser l'IA parce que le gain de productivité est pas suffisant par rapport à un réel travail humain un peu plus artisanal. Et il y a des cas de figure où l'automatisation, elle va vraiment permettre de gagner du temps. Donc c'est vraiment une détection, une remise à plat finalement de toutes nos méthodes de travail pour faire en sorte qu'on ne perde pas du temps sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée et qu'on soit au maximum focalisé sur la réflexion, l'analyse et la détection de ce qui fera réellement la différence. Donc finalement, à chaque étape, on va injecter de l'IA et augmenter finalement nos productions, nos livrables par ce biais-là. Donc ça peut être sur de la connaissance client, ça peut être tout simplement sur du compte-rendu de réunion automatisé, ça peut être sur de la production de recommandations standards qu'on va ajuster par la suite en fonction des spécificités. Ça peut être sur des process automatisés pour la génération de cibles, de personas, de clusters également, de clusters d'informations pour la partie SEO. Donc voilà, tout un ensemble finalement d'outils qui sont à disposition de nos équipes. Sachant qu'on a également via donc ça, tout ça, c'est des outils qui sont développés par notre Labia, hein, qu'on a tout de suite constitué pour avoir 6 personnes dédiées finalement à ça toutes les semaines pour faire des POC, des Proof of Concepts. Et par la suite, on a également mis en place des formations internes d'acculturation à l'IA et au prompting pour que chacun, quelque part, adopte cette culture, pas forcément en mode systématiquement l'IA va essayer de faire mon job, mais plus je développe mes compétences grâce à l'IA et je progresse en tant qu'expert grâce à l'IA. Parce que finalement, plus on est expert dans un domaine, moins on va avoir besoin de l'IA pour compenser nos faiblesses, mais plus on va s'en servir pour booster les quelques compétences qui peuvent nous manquer et aller chercher un peu plus de développement, quoi. Et justement, l'appréhension de ces IA par vos collaborateurs, et qu'ils soient internes ou vos clients qui soient externes, c'est quelque chose de fluide. Ils arrivent facilement justement à les appréhender. Bah, ça dépend parce que alors, on a été des early adopters, comme on dit. Du coup, on a été confronté, on a essuyé un peu les plâtres aussi de la performance. Donc, il va y avoir de tout, hein. Il va y avoir des gens qui vont quelque part adopter très fortement ce mode de fonctionnement parce que ils en voient tout de suite l'utilité et qu'ils ont eu des succès très rapidement. Et puis, il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout de suite saisi le mode de fonctionnement. C'est pour ça que les formations d'acculturation, elles sont utiles. Parce que tant qu'on ne comprend pas exactement comment fonctionne un LLM ou un chatbot IA ou des outils comme ça, on peut parfois faire des erreurs dès le départ et du coup, entre guillemets, s'en dégoûter. Donc c'est facile de dire que oui, j'ai demandé ça à l'IA et je l'ai mise en échec. Bien sûr, hein, il n'y a pas il y a pas vraiment de gloire à tirer d'avoir mis une IA en échec, c'est assez facile, mais c'est pas le but. Le but, c'est plutôt d'essayer de trouver les éléments sur lesquels elle peut nous apporter des éléments de réponse et parfois, c'est juste une action. Et si pendant 2 ou 3 mois, une action est réalisée grâce à une IA parce qu'on prend cette habitude-là, derrière, on va petit à petit finalement mieux comprendre comment on peut booster. Et après, pour nos clients, il y a souvent ce qu'on observe, c'est une crainte en fait. Il y a beaucoup de peur, et il y a beaucoup notamment de peur d'être largué, de peur de ne pas mettre en place tout ce qu'il faut, de ne pas développer toute une culture de l'IA hyper développée, etc. Et on en est souvent chez certains clients déjà, ne serait-ce qu'à autoriser un chat GPT ou autre dans l'entreprise en tant qu'usage. Donc, tout le monde va à son rythme quelque part. Mais comme on peut le voir mois après mois, de toute manière, en fait, l'IA, elle va progressivement s'imposer à nous dans tous les outils et quelque part, c'est pas très grave si on n'est pas l'inventeur de telle ou telle chose. Par contre, à un moment donné, quand on constate que dans un secteur d'activité, un outil est généralement utilisé de la manière la plus générale
avec les fonctionnalités IA, il ne faut pas non plus rester seul dans son coin en étant totalement réfractaire parce que le switch, il est inévitable. Je le disais au tout début, hein, ces IA se développent à toute vitesse. Ça vous est déjà arrivé de dire à un client, là sur tel projet, on va attendre un tout petit peu parce que ce que les IA font sur le marché actuellement n'est pas assez développé. Par contre, dans 6 mois, ils vont réussir à faire des choses qu'on voudrait faire, mais il faut attendre pour ça. Cette gestion du temps, c'est déjà produite. Oui, bah, on a été obligé finalement parce que tout de suite, en fait, nous, en tant que producteurs de contenu, enfin de contenu pour les sites de nos clients, on a été habitué à gérer des équipes éditoriales assez conséquentes, que ce soit en interne ou en externalisation. Et en fait, on se rend bien compte des difficultés que ça pose de produire du bon contenu avec des humains. Donc, quand l'IA a commencé à émerger et a permis de générer des dizaines, des centaines, des milliers de pages en quelques clics, on n'a pas pu rester les bras ballants et ne pas tester ça, et en tout cas ne pas conseiller à nos clients de faire ces tests-là. Donc, on a pu effectivement euh, faire des tests à petite échelle. Et parfois, effectivement, nous rendre compte que la qualité n'était pas suffisamment au rendez-vous, que la valeur ajoutée n'était pas là, et que entre la promesse et le résultat final, il y avait un écart conséquent. Et au final, je pense qu'il y a une bonne question à se poser, et c'est la question que beaucoup de clients nous posent, c'est qu'est-ce que Google pense de ces contenus générés par IA, vu que finalement, un de nos objectifs, ça va être de satisfaire les internautes en passant par Google. Et en final, ce que Google va dire, c'est à partir du moment où le contenu apporte une réelle valeur ajoutée à la cible finale et que c'est un contenu de grande qualité, peu importe la manière dont il est produit. Donc finalement, entre produire du contenu dégueulasse via des humains en outsourcing dans des pays où les conditions de travail sont pas forcément qualitatives et le faire avec de l'IA, dans les deux cas, on va produire du contenu dégueulasse et dans les deux cas, ça va pas marcher pour le SEO. Donc oui, on l'aura produit peut-être plus vite, ça n'aura pas forcément toujours été moins cher au final. Ça peut arriver, mais on parle de contenu vraiment très peu cher. Et à partir de ce moment-là, on va considérer que c'est pas là que se situe la réelle valeur ajoutée. Là, c'est plus comment produire de la masse et comment faire la même chose que les autres pour rester à flot. Mais à un moment donné, il faut aussi trouver le contenu en plus, celui qui va faire la différence, celui qui n'existe pas déjà. Et souvent, en fait, ce qui fait la réussite et les croissances à deux chiffres, c'est ça. Dernière question, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, un ou deux exemples d'innovation particulièrement pointues que vous avez développées pour vous en interne dans votre labo ou pour vos clients, ou innovation que tu as pu constater par ailleurs sur le marché que tu trouves particulièrement pointue et ouvrir de nouvelles perspectives? Alors, nous, de notre côté, le gros sujet de ces derniers mois, ça a été de développer une chaîne d'outils consécutifs qui nous permettent de booster en tout cas de combler les trous de créativité qu'on pouvait avoir sur certaines thématiques ou certaines sous-thématiques. Je l'ai déjà vaguement évoqué, mais la notion de création de cibles, génération de cibles, puis génération de personas basés sur ces cibles, puis génération de contenu basé sur ces personas liés à ces cibles. Donc il y a une logique consécutive qui vient être complétée derrière par des outils qui vont générer des clusters d'informations, donc rassembler finalement toutes les questions qu'une cible particulière peut se poser. Mais là encore, c'est un outil enfin c'est une suite d'outils qui finalement est très très utile et très performante, mais qui est d'autant plus performante qu'on l'utilise de manière très ciblée. Si je prends un exemple pour un client qui va faire de l'outillage pour le bâtiment, par exemple, on ne va pas donner à notre outil le site comme étant un site e-commerce de vente d'outillage pour le bâtiment. On va aller beaucoup plus dans la précision et fournir à l'IA l'information que ce site est spécialisé dans. Et là, on va fournir les différents rayons très spécifiques du site, les uns après les autres, pour finalement aller trouver des cibles très très spécifiques. Ça va être des métiers, par exemple, hein, des métiers qui vont avoir tel ou tel besoin de tel ou tel type de produit, de tel ou tel type de service. Donc, si on reprend la logique du bâtiment, bah, on va s'adresser, par exemple, d'abord aux spécialistes de la couverture et de la zinguerie.
Et on va trouver tout un ensemble de métiers qui sont liés à ça et qui peuvent être des cibles potentielles. Et derrière, c'est là où en fait, on va pas rester tout simplement à produire du contenu comme des poulets sans tête en masse. On va plutôt échanger avec notre client, discuter avec lui et voir si lui, par rapport à sa base de données produits ou à ses packaging ou à ses groupements de produits, ça lui semble pertinent, slash prioritaire, slash utile. Et en fait, c'est via cet échange-là, ce brainstorm finalement entre une agence, un client et l'IA, qu'on s'assure de combler tous les fameux trous de contenu qu'on aurait pu oublier de traiter quelque part. Et la priorisation, elle va se faire sous l'axe du business et de la valeur ajoutée que ça peut générer sur un site e-commerce. Donc voilà, ça c'est un exemple d'application concrète qu'on a pu mettre en place. Après, en termes d'innovation, j'ai également vu des gens qui utilisent l'IA dans des process automatisés avec des outils comme Make ou comme Zapier, qui permettent de créer des workflows qui peuvent aller assez loin. Alors, il y en a qui font de la reco SEO comme ça en masse, de l'audit SEO de manière totalement automatisée. Nous, on le fait que sur les parties qui nous paraissent les plus triviales et on se concentre sur la valeur ajoutée qu'on peut mettre dans la reco vraiment sur mesure. Et puis on voit des gens qui, par exemple, personnalisent les bandeaux de cookies en fonction de la saisonnalité, en fonction de la météo, en fonction de leur sol, de leurs produits. Et dans un monde où l'acceptation des bandeaux cookies est prioritaire quand on veut mesurer son trafic, je trouve que c'est une démarche plutôt cool. Et ça peut générer des taux d'acceptation qui sont beaucoup plus forts. Donc voilà, ça fait partie des idées que j'ai pu observer ces derniers mois et que j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà, et ça fera plaisir à nos amis de la CNIL, un petit clin d'œil. Merci Alban Renard pour cet échange justement sur comment Cybercité aborde les sujets d'innovation. Et puis on reviendra dans une prochaine émission sur justement, parce que là je crois que tu as plein d'exemples à nous donner, donc je te Bien sûr, avec plaisir. à ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis sur Décode Marketing. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur toutes les bonnes plateformes de podcast, à commencer par nos amis de Deezer, mais également Apple Podcast ou encore Spotify. Merci à tous et à très bientôt sur Décode Média.